Non, mais tu regardes le président de la République, chef de la France libre, euh, que moi j'admirais depuis déjà quelques années comme un héros de la résistance, accueillir le chancelier fédéral allemand. Et le regard de respect infini entre ces deux hommes, qui sont deux personnes plutôt âgées, mais qui portent l'un l'histoire de cette période de la guerre et de la résistance, et l'autre le destin du peuple allemand, c'est incroyable. Bonjour Michel. Bonjour Alain. Écoute, on a commencé par une photo dont tu m'as dit qu'elle résumait ton engagement politique. Explique-moi ça. Elle ne le résume pas vraiment, mais elle l'a déclenché en tout cas. J'étais lycéen, je crois que j'avais 14 ou 15 ans, quand cette photo a été prise et qu'on l'a vue à la télévision, au fond de la Savoie, à Albertville. Le général de Gaulle, que j'admirais, chef de la France libre, mais que j'admirais comme un héros, et qui était président de la République, accueille le chancelier allemand, c'était au moment du traité de l'Élysée, et l'accueille pour dire non seulement on va se réconcilier, nous Français et Allemands par rapport au passé, il y avait beaucoup de raisons de se réconcilier, mais on va construire l'Europe de demain, pour les générations futures. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je suis devenu gaulliste et européen ce jour-là, je n'ai pas changé. Michel, tu as exercé des fonctions très importantes au niveau de l'Europe. Aujourd'hui, tu es ministre de l'Agriculture. L'agriculture et l'Europe, ça a un lien, évidemment. C'est assez intéressant de se souvenir que dans les années 50, les pères fondateurs, Konrad Adenauer, Jean Monnet, Robert Schuman, ont voulu mutualiser au début du projet européen les deux matériaux stratégiques de la guerre et de la souveraineté, qui étaient le charbon et l'acier. Ça a été la CECA en 1950. Et quelques années plus tard, 7 ans plus tard seulement, ils ont fait une étape de plus, c'était le marché commun, et la première politique qu'ils ont mutualisée, ça a été la politique agricole, au point qu'on n'a plus vraiment de politique nationale, qu'on a une politique européenne. Ils ont franchi une étape de plus en 1957, le marché commun, le même état d'esprit de mutualisation, mais ils ont mis au milieu de ce projet de marché commun une politique qui est la première politique économique européenne, c'est la politique agricole. On a non pas supprimé les politiques nationales, on les a mutualisées, sur le plan budgétaire, sur le plan des normes, sur le plan des orientations politiques. Donc, quelle est la première grande politique économique qui donne le sentiment de cette force, à l'époque pour nourrir l'Europe qui n'était pas autosuffisante, puis ensuite pour tenir les territoires, et puis enfin pour exporter et avoir une sorte d'actif stratégique, ça a été la politique agricole. Alors, comme tu as une grande expérience de l'Europe, c'est important pour un pays d'avoir la présidence? C'est important, mais une présidence, c'est un moment. Donc, il faut bien comprendre qu'on poursuit ce qu'ont commencé les autres, et les Slovènes ont commencé des choses, notamment dans le domaine de l'agriculture. Nous allons terminer, pendant la présidence française, le bilan de santé de la PAC, évaluation, adaptation de la politique agricole, qui a été commencé très bien d'ailleurs par la Slovénie. Et puis on engage un nombre de sujets qui vont être poursuivis par les Tchèques ou les Suédois après nous. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, le président m'a demandé de présenter un mémorandum pour la qualité sanitaire des produits importés en Europe, pour qu'on soit sûr de la sécurité sanitaire des produits pour les consommateurs européens, et en même temps que les produits qui rentrent en Europe, sur notre marché, respectent bien les normes qu'on impose à nos propres producteurs. Ce mémorandum, je l'ai déposé, il fait son chemin, il y a 15 ou 18 pays qui nous soutiennent. On va sans doute se prononcer sur ce texte fin décembre, et après, ça sera la présidence tchèque ou la présidence suédoise qui devra le prolonger. Donc oui, c'est un moment important. On a 4 priorités dans cette présidence, dans l'esprit que je viens de dire. La défense, on voit bien avec la crise en Géorgie et d'autres sujets qu'on a besoin d'une autonomie et d'une solidarité en même temps, une défense forte, autonome et solidaire dans le cadre de l'Alliance Atlantique. L'immigration, Brice Hortefeux qui fait un très bon travail pour avoir un pacte d'immigration. Le bilan énergie-climat, Jean-Louis Borloo travaille aussi sur ce sujet qui est majeur, pour moi d'ailleurs le plus grave et le plus global, qui est celui du défi climatique et du réchauffement, et puis le bilan de santé de la politique agricole commune. Voilà les 4 sujets commencés avant nous et qu'on essaie de faire avancer au point même parfois de les conclure. C'est ça. Donc sur le plan pratique, il y a un peu de frustration parce que tu ne vois pas obligatoirement la fin de ce que tu as engagé. Oui, mais il ne faut pas être frustré en Europe. On joue collectif. Oui. On joue collectif dans le temps. On est 27 autour de la table, dans le cadre de la politique agricole. Ce que j'explique souvent aux gens qui me demandent comment ça fonctionne, je leur dis, c'est une politique, on a choisi de ne plus décider tout seul. On n'a pas renoncé à notre souveraineté, on la partage. Ce ne sont pas non plus les autres qui décident pour nous. On décide avec les autres à Bruxelles. Donc on joue dans le temps ensemble, à 27,
et dans l'espace aussi, sur une période de temps où on se passe le relais les uns aux autres. C'est ce que j'appelle le jeu collectif. Comme on parle entre nous, la question des institutions, est-ce qu'on a une sortie possible et dans quel horizon? Nicolas Sarkozy est très soucieux qu'on aille au bout de cette discussion en respectant le sentiment des peuples, et notamment du peuple irlandais qui s'est prononcé l'autre jour. Je pense qu'il faut prendre le temps d'expliquer pourquoi on a besoin de ce traité. Moi-même, d'ailleurs, je suis allé à Dublin à l'invitation du Taoiseach, le Premier ministre irlandais, il y a quelques semaines, avant le référendum, et j'ai dit aux Irlandais, aux dirigeants agricoles, c'est une boîte à outils, le traité de Lisbonne. Ce n'est pas un projet, c'est une boîte à outils. On a besoin de cette boîte à outils parce que je n'ai pas le souvenir, et je peux dire d'expérience, qu'il n'y a pas de politique forte en Europe si les institutions sont faibles. Or, si on n'a pas cette boîte à outils, on ne pourra pas travailler à 27, ou de plus en plus difficilement. On ne pourra pas décider, on ne pourra même pas se parler. Donc, qu'est-ce qui va être victime de ce mauvais fonctionnement? Ce sont les grandes politiques communautaires. La politique régionale, qui intéresse beaucoup le développement de l'Irlande, et la politique agricole. Donc, ce n'est pas seulement l'Irlande qui est concernée. Donc, on a besoin de cette boîte à outils. Je pense que si on prend ce temps d'explication, certaines inquiétudes se sont un peu éloignées, comme celle d'un mauvais accord à l'OMC. Je pense que le contexte pourra permettre, si les Irlandais le souhaitent, de se prononcer à nouveau. Mais ça, c'est leur décision. Quel est selon toi le premier devoir de la France pour faire progresser l'Europe? Elle était membre fondateur. Est-ce que tu crois que la France a un désir d'Europe suffisant aujourd'hui? Je pense que l'Europe, on doit en faire la preuve à nouveau régulièrement. Il faut bien sûr se souvenir des premiers désirs ou des premières exigences d'Europe. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la paix, la stabilité, la démocratie. Ça reste toujours valable parce que toutes ces valeurs-là sont fragiles. Mais sur les problèmes d'aujourd'hui, il faut refaire la preuve vis-à-vis des citoyens et recréer le désir ou le besoin d'Europe sur l'énergie, l'indépendance énergétique, sur la sécurité alimentaire, sur la stabilité du continent, sur la sécurité tout court. Il y a plein d'enjeux d'aujourd'hui sur l'emploi, il y a plein d'enjeux qui intéressent ou qui inquiètent les gens, sur lesquels on peut dire, sans se tromper et sans mentir, qu'il vaut mieux être ensemble que chacun pour soi et chacun chez soi. Il vaut mieux être ensemble pour se faire respecter et entendre. Moi, je vois, j'ai beaucoup voyagé, je continue à beaucoup voyager, à beaucoup écouter, à beaucoup regarder ce qui se passe dans le monde. J'étais il y a quelques jours en Chine pour les Jeux Olympiques. Quand on regarde ce qui va se passer dans les 20 ans qui viennent, c'est très vite, autour de la grande table des grandes puissances du monde, ceux qui vont diriger le monde, organiser l'ordre ou le désordre du monde, qu'est-ce qui est autour de cette table? Tu as les Américains qui sont là, les Chinois qui sont là. L'année prochaine, le premier exportateur du monde, l'Inde est là, le Brésil est là, la Russie va revenir. Nous ne serons pas autour de cette table si on n'y est pas en tant qu'Européens. Dernière question, comme tu le sais, la blogosphère est peuplée de beaucoup de gens de la génération de nos enfants. Si tu avais un message à délivrer à la génération de nos enfants sur leur avenir en France, leur avenir en Europe, c'est un message optimiste ou quelles sont leurs espérances possibles et quelles sont aussi les exigences auxquelles il faut qu'ils se préparent? D'abord, la blogosphère est très importante. Je la pratique un peu puisque j'ai créé mon propre blog plus modeste que le tien, michelbarnier.eu, où j'essaie de mettre un billet de temps en temps sur ce que je fais, ce que je ressens, et j'essaie de le faire personnellement. Moi, je pense qu'il y a bien sûr des raisons d'inquiétude. Ce qui se pose comme problème, c'est que les gens ont le sentiment que demain va être plus difficile qu'aujourd'hui, alors que dans le passé, ça a été l'espoir d'avoir, ou la certitude d'avoir un avenir meilleur que le présent. Et aujourd'hui, il y a cette inquiétude. Néanmoins, je pense que vis-à-vis des jeunes qui nous écoutent, il y a quand même beaucoup d'opportunités. Ce monde est maintenant très ouvert. L'Europe s'est organisée. On peut échanger. C'est le principe d'Erasmus. Le conseil que je donne aux jeunes que je rencontre, à mes propres enfants, c'est quand même d'ouvrir les yeux, d'être très curieux, de parler des langues étrangères, d'être capable de communiquer et puis de ne jamais cesser d'être curieux. Je pense que dans ce monde-là, il y a sans doute plus de difficultés, mais en même temps plus de liberté ou d'opportunités à saisir. Donc il faut être volontariste. Voilà. Merci Michel. Merci.